Vous l'avez certainement compris dans les épisodes précédents, notre web-série s'intéresse à la représentation des lesbiennes dans l'espace public. Pour nous, Rosa Bonheur est un cas d'école de la difficulté à faire émerger les histoires lesbiennes au grand jour. On était donc curieuse d'aller découvrir comment le musée d'Orsay raconte l'histoire de la peintre et sa vie privée dans la grande exposition qui lui a été consacrée fin 2022. On s'y est rendu avec 2 questions en tête. Est-ce que les lesbiennes y sont visibles et si oui, comment ? Et on peut vous dire que trouver une lesbienne dans un musée, c'est un peu comme jouer à Où est Charlie ? Dès le hall d'entrée, on nous présente les dates de la vie de Rosa. On y lit « À 14 ans, elle rencontre son amie et compagne Nathalie Mikas ». Ok, le mot « compagne » est posé. Mais si on regarde bien la version anglaise, « compagne » a été traduit comme « lifelong friend » ou « amie de longue date ». Dans la première salle, le panneau d'introduction cite Rosa comme un symbole fort pour l'émancipation des lesbiennes. Le mot lesbienne est lâché au musée d'Orsay. Bravo ! Toujours dans cette première salle, on trouve un portrait de Nathalie Mikas, sa compagne, ici décrite comme l'étoile polaire de Rosa Bonheur. Bon, comprend qui peut. On continue à déambuler dans l'exposition qui présente environ 200 œuvres de la peintre animalière. On y découvre des pièces majeures et au détour d'une salle, on tombe sur une petite BD réalisée avec son ami Paul Chardin. La BD raconte l'histoire de Rosa et Paul restés au château de By après le départ de Nathalie et sa mère. Et la deuxième image nous saute aux yeux. On y voit Nathalie Mikas sur une calèche embrasser fougueusement la châtelaine. Si fougueusement qu'elle la décolle du sol. Ce qu'on voit là, mesdames et messieurs, c'est un baiser lesbien. Donc si on résume ce qu'on voit dans cette exposition, on a le mot compagne, le mot lesbienne et une image de baiser lesbien. Ça, c'est le résultat d'1 an et demi de réflexion au musée d'Orsay. On a demandé à la commissaire d'exposition comment elle et son équipe ont abordé cet aspect de la vie de Rosa Bonheur. Pour moi, ça faisait pas doute qu'elle était homosexuelle, Rosa Bonheur, mais c'était pas le sujet de l'expo. Parler d'homosexualité de Rosa Bonheur, c'était plus un sujet dans les années, 90. Mais maintenant, en 2022, on disait il est temps de passer à autre chose et d'analyser les œuvres sous l'angle de l'originalité que Rosa Bonheur apporte dans la représentation animale, ce qui fait que c'est une grande artiste. Il ne faut pas toujours analyser sous l'angle de son rapport à la sexualité, plutôt analyser sous l'angle de son rapport à l'histoire de l'art, de son rapport aux animaux. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé, on a vu que c'était vraiment un point de crispation et même un point de déni. On était un peu naïfs, mais on s'est rendu compte que c'était finalement encore un combat. Ce combat, c'est bel et bien celui de la visibilité. Dans le cas de Rosa Bonheur comme dans d'autres, il y a plusieurs obstacles à cette visibilité. Le premier, c'est la tendance à brandir l'argument de la vie privée lorsqu'il y a un soupçon d'homosexualité. Je pense que la sexualité des gens, c'est de l'ordre de l'intime. Et je pense que ça n'a pas changé. À partir du moment où ce n'est pas une revendication, où on ne le met pas en avant et que son art ne traduit pas ça, je ne vois pas pourquoi on irait utiliser la sexualité de quelqu'un. La propriétaire du château de Rosa Bonheur n'est pas la seule à penser ça. C'est une longue tradition qu'on retrouve dans les médias et dans les institutions. Dans son livre « Le génie lesbien », la journaliste Alice Coffin identifie ce phénomène et lui donne un nom, la placardologie. La placardologie, c'est aussi la façon dont on va présenter ça comme une attitude noble et responsable envers les personnalités gays ou lesbiennes. C'est-à-dire qu'il y a tout un système de justification du fait de ne pas le dire. Pour moi, c'est gênant. Non pas que ça me gêne de parler d'homosexualité ou autre, mais ce qui me gêne, c'est qu'on définisse les gens par ça. Par leur sexualité ou par leur orientation sexuelle. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée du tout. Il y a toute cette notion en France d'universalisme, de citoyenneté, du fait qu'on devrait tous et toutes être absolument pareils et que finalement, là encore, ça serait comme nuire, délégitimer une personnalité, notamment artistique, que de la placer dans une catégorie. Donc là encore, si on leur accorde une bonne foi, le fait de ne pas vouloir dévaloriser finalement une autrice en la plaçant dans une catégorie qui serait la catégorie lesbienne, et comme si, finalement, le fait d'être lesbienne nous empêchait d'avoir un discours universel, alors que, évidemment, pas du tout. Donc c'est ce point-là qui fait très souvent que, je pense, dans le discours français, on masque, en fait, toute appartenance, tout vécu particulier. Mais je trouve ça tellement, tellement terrible de réduire les gens à ça. C'est pas vrai que c'est anodin pour une personnalité. Elles sont
pas si nombreuses justement à être de manière très explicite en couple, avec leur compagne et tout ça, et pourtant ça n'est absolument pas dit, comme si ça n'était pas un élément fondamental. Donc il y a toujours cette volonté de dissimuler et de faire comme si de toute façon ce n'était pas une information, que ça relevait de la vie privée, ce qu'on ne retrouve pas du tout appliqué évidemment aux personnalités hétérosexuelles, où là ça paraît très important de signaler qui est leur époux, qui est leur épouse. En anglais, on appelle ça le double standard, ou en français, 2 poids, 2 mesures. Dans l'histoire de l'art, en plus, c'est tellement fondé sur des histoires d'amour, de couple, etc. Enfin, on n'a aucun problème à dire que Frida Kahlo et Diego Rivera étaient ensemble. Je prends un cas un peu extrême parce que c'est 2 peintres, etc. Mais voilà, l'histoire d'amour et de couple et de relations, et ça infuse l'histoire de l'art en général. Mais c'est comme ça partout. C'est comme au travail, il y a beaucoup de gens qui disent non mais j'ai pas besoin de savoir que ma collègue est lesbienne. Sauf que, mec, t'as la photo de ta petite famille hétérosexuelle avec ta femme et tes 2 enfants sur ton bureau, ça pose de problème à personne. C'est la machine à café, alors t'as fait quoi en vacances, etc. Donc moi, si je fais pas mon coming out, en fait, je suis embêtée. Oui, c'est de l'intime bien sûr. Mais on sait quand même depuis les années 70 que l'intime est politique, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, il y a des différences qui perdurent entre le champ culturel français et le champ culturel anglo-saxon. Un des exemples les plus récents que j'ai trouvé, il y a une dépêche AFP de l'agence France Presse, donc grosse agence de presse qui dicte un peu la façon dont l'information est racontée en France sur l'ouvrage, un ouvrage inédit, posthume de Simone de Beauvoir qui s'appelle Les Inséparables et qui raconte sa passion amoureuse avec son amie Zaza. Les termes sont assez explicites. Zaza qu'on retrouve à la fin des Mémoires d'une jeune fille rangée. Donc cet ouvrage était une fiction en fait, qu'avait écrite Simone de Beauvoir, mais qui réellement s'appliquait à son cas. La dépêche française, elle va parler, je crois, de l'histoire d'amitié de Simone de Beauvoir, le dernier récit retrouvé. La dépêche anglaise, c'est la même, c'est juste une traduction. Hein. Ils vont dire l'histoire lesbienne cachée de Simone de Beauvoir. Ils vont dire le mot lesbienne immédiatement. On part de la même société, on parle de l'AFP. Donc il y a bien une différence culturelle extrêmement forte entre la façon dont, dans la façon dont en France c'est fait. Moi, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'en agissant, en mettant en œuvre la placardologie, non seulement ça relève de l'homophobie ou de la lesbophobie, mais en plus ça nuit à l'exercice d'information quand c'est du journalisme, de critique littéraire quand c'est de la critique littéraire, donc c'est extrêmement problématique. Ça part en général d'une gêne, et en particulier je pense pour les lesbiennes, parce que encore plus que pour le mot homosexualité ou gay, je pense que le mot lesbienne est associé à un gros mot. C'est un mot sali par le porno, destiné aux hommes. C'est un mot qui est un peu comme une insulte aussi. Déjà, le mot homosexuel, il n'est pas évident dans une société patriarcale. Le mot lesbienne, c'est bien pire, parce qu'il y a d'une part l'imaginaire de la pornographie et d'autre part une dimension politique assumée de revendication, de visibilité dans l'espace public, d'une culture lesbienne qui est plus ou moins connue, qui passe par des films, des lectures, etc. On peut le voir dans les déclarations politiques. Ils ont beaucoup de mal. Je me souviens d'une interview d'Édouard Philippe, alors Premier ministre, sur la PMA. Il ne prononce pas le mot lesbienne, il ne pense qu'à ça, mais il est incapable de le dire. Et il dit « ces femmes qui ont des aventures, qui sont avec d'autres... » Et on ne comprend rien, du coup, comme d'habitude, à ce qu'ils disent. Et il fait tout pour ne pas dire le mot lesbienne et faire des circonvolutions autour du terme. Et ça, c'est très fréquent. C'est extrêmement rare que vous l'entendiez prononcer ce mot-là, lesbienne, dans la bouche des politiques. Très, très rare. C'est un mot imprononçable, en fait, parce qu'il fait trop peur. Alors ça, c'est un des trucs dont je suis le plus contente depuis mon élection au Conseil de Paris. C'est qu'on m'a dit, oh là, on n'avait jamais autant prononcé le mot lesbienne dans cette assemblée, parce que du coup, une fois qu'on l'a dit un peu, je pense que les gens soufflent et ils commencent à l'employer. Mais avant, je crois qu'il n'avait presque jamais été prononcé. C'est-à-dire qu'ils ne le disent pas. Et les politiques ont vraiment l'impression de mettre limite un impair, quoi, s'ils disent ça. Donc il y a tout un travail à faire pour les aider. Donc il y a l'idée, mais ça on l'a déjà dans homosexuel, cette violence quand même d'être définie socialement par une pratique sexuelle, donc par quelque chose qui est normalement plutôt discret, enfin dont on ne parle pas à tout le monde.
Ça, déjà, c'est très difficile de l'assumer. Même quand elles sont de bonne foi, en fait, souvent, les critiques littéraires, les institutions médiatiques renaclent à utiliser ce mot-là en pensant qu'elles protègent et qu'elles font même une bonne action. Donc on peut aussi l'expliquer comme ça. Quand on fait de l'histoire, on ne doit absolument pas commettre d'anachronisme, donc on doit faire attention aux mots contemporains qu'on pourrait plaquer sur des réalités du passé qui ressemblent peut-être un peu à ce qu'on trouve aujourd'hui, mais qui en réalité sont différentes. Mais en contrôlant cet anachronisme, on peut quand même faire advenir des réalités qui n'étaient pas nommées dans le passé. Donc, c'est pour cette raison que je suis favorable à ce qu'on emploie le mot lesbienne pour Rosa Bonheur ou pour d'autres, même si on ne sait pas comment elle se serait identifiée. La question n'a pas de sens. Rosa Bonheur n'a pas cherché du tout à le gommer. Simplement, comment dire, à cette époque, elle n'allait pas le clamer dans une biographie officielle. Mais je pense que son travail passe vraiment par... C'est subtil, en fait, ces images. Ça parle. Je ne sais pas si on embrasse sur la bouche ses amies ou ses sœurs. Bon. Parfois, moi, j'éclate de rire face à tout ça, tellement c'est absurde. Écoutez, arrêtez de faire semblant que finalement, c'était les meilleurs amis du monde. C'est tout le temps ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce qui saute aux yeux, en fait, est complètement invisibilisé, tu, étouffé, jusqu'au ridicule, jusqu'à l'absurde le plus total. C'est ça jusqu'où, en fait, va cette société pour pouvoir rester droite dans ses bottes et ne pas voir ce qui est extrêmement flagrant. Dans l'exposition, nommer ce qui était flagrant n'était pourtant pas une évidence. Même pour le musée d'Orsay, poser le mot lesbienne a été le fruit d'un travail de diplomatie. On a beaucoup négocié pour adoucir des termes, pour pas qu'il y ait un déni. Là, on est obligé de le dire dans le texte d'introduction, on est obligé de le mettre dans l'introduction du catalogue, quoi. On est obligé vraiment de l'affirmer. Tout en restant diplomate, parce qu'on voulait quand même que le catalogue bénéficie des archives du château, des photographies, justement. Et donc, c'était un travail délicat, parce que c'est aussi le travail d'un musée, c'est de réussir à faire dialoguer différents interlocuteurs qui ont des visions différentes. On pourrait penser qu'en 2022, le combat pour la visibilité est fini, mais c'est encore loin d'être le cas. Ça prouve qu'il y a encore du travail à faire pour la tolérance et la reconnaissance aussi des lesbiennes. Dans notre prochain et dernier épisode, nous parlerons de la représentation et de pourquoi c'est important.